Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette sixième épisode, de la deuxième saison de Dans les Gradins. Où l'épisode? Trevor Daly. Et 5 Je m'attendais pas à Trevor Daly. Hey, côté... Champion de la Coupe avec les Pins. Ouais, champion de la Coupe avec les Pins. Il ne faut jamais oublier Trevor Daly. Sure. Pour ce sixième épisode de la deuxième saison, on débute côté hockey, alors que c'est maintenant série égale 2-2 entre Vegas et la Caroline. La question qu'on se pose, est-ce que le Conn Smythe est garanti à Mitch Marner? On verra. Par la suite, on parle légèrement tennis parce que faut au moins terminer ou boucler la boucle de Roland Garros. Roland Garros qui était malheureusement peu mémorable, on en jase brièvement, pour finalement arriver à l'idée que, l'été, nous autres, le sport, il n'y a pas grand-chose dans l'actualité, fait qu'on y va avec l'idée que Serena Williams est revenue pour jouer en double avec Victoria Mboko sur gazon. On y va avec le top 3 des retours aux jeux les plus mémorables. J'ai le côté féminin de cette médaille et Phil ira du côté masculin. L'embarras du choix, Phil, pour aujourd'hui. Allons voir ce que tu as décidé de chercher, bien sûr. Nos segments sporadiques et nos 3 étoiles de la semaine aussi pour bien terminer ce 6e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Mais Phil, pour débuter, côté mise en échec, c'est simple. Est-ce que Mitch Marner est garanti le Conn Smythe avec quelques matchs à jouer dans cette série finale de la Coupe Stanley? Ouais, écoute, je regardais ça. C'est toujours difficile de se prononcer là-dessus avant même que la série soit terminée parce qu'il peut se passer encore tellement de choses en 2 ou 3 matchs. Il y a des joueurs présentement qui connaissent des performances exceptionnelles aussi lors de cette finale, notamment Jordan Staal. Puis je veux dire, la finale, oui, certainement pour moi, tu peux peut-être gagner le Conn Smythe en connaissant juste une finale exceptionnelle. Parce que sinon, Staal... Ouais, non, c'est ça. Je veux dire, à part ça, mais comme, écoute, je pense que les meilleurs joueurs se font valoir quand le moment est le plus grand. Puis c'est ça que Staal est en train de faire présentement, vraiment saisir une opportunité. Puis sinon, je veux dire, c'est un joueur qui est très important aussi dans un rôle défensif, puis qui a joué quand même des séries vraiment très valables pour les Kings, des minutes très valables, parce que toujours là à défendre contre les meilleurs trios de l'adversaire. Ça, c'est pas un travail qui est facile. Donc, je pense que c'est un peu quand même un dark horse présentement, Jordan Staal. Mais Marner est très certainement le favori. Puis je pense que honnêtement, c'est peu importe le résultat des séries. Je regardais un peu ce que McDavid avait fait il y a 2 ans. Non, mais tu sais, oui, ça se compare pas. C'est historique. Mais je regardais ce que McDavid avait fait il y a 2 ans quand il a remporté le Conn Smythe dans une cause perdante, qui est quelque chose d'assez rare quand même. 8 fois. C'est seulement 8 fois. Puis, écoute, il avait devancé le deuxième meilleur pointeur des séries de 10 points, qui était Evan Bouchard. Marner, présentement, est 9 points devant Jack Eichel. Donc, c'est un peu la même disparité, là. On voit vraiment que c'est un joueur qui se sépare du peloton. Puis, je pense que basé sur ça, on peut certainement penser que Marner pourrait mériter ce même prestige-là qui est de gagner dans une cause perdante. Donc, c'est pour ça. Puis encore là, on ne sait pas qui va gagner cette série. Yeah. Mais je pense que vraiment, peu importe la direction que ça va prendre, là, ces derniers matchs-là, ce sera une discussion à avoir. Je m'attends pas à ce que Marner disparaisse de sitôt. Là, vraiment, sa production a été assez constante tout au long des séries. Fait que, écoute, 29 points en 20 matchs quand même. Là, on est près du 1,5 points par match en série dans la LNH. C'est un standard d'excellence. Il y a très peu là, qui sont capables de l'atteindre. Puis j'imagine que McDavid aussi a dû le faire en plus de matchs, peut-être. Ouais, sûrement, parce mais c'était presque 2 points son affaire, là, lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sans oublier aussi là, son apport défensif. On sait de l'excellence des deux sens de la glace, Mitch Marner, puis ça paraît un différentiel de plus 15 à sa fiche, Mitch, depuis ce temps-là. Mais bon, brièvement, cette série-là qui est égale 2-2, est-ce qu'on s'attend peut-être à un match 7 selon toi? Écoute, ça a été une série excessivement
serré des deux côtés. Puis on en avait parlé la semaine passée. Deux plans de match qui sont relativement similaires, mais personne qui semble débloquer justement ce qu'on est censé faire face à l'autre équipe. Deux équipes qui s'adaptent bien de fond en comble. Mais c'est pas deux équipes qu'on s'attendait à avoir des pointages si élevés non plus en arrivant dans cette série finale-là. Et pourtant, tout le contraire qui se passe au moment où on se parle. Oui, il y a beaucoup de gens qui avaient déjà mis l'étiquette de série plate puis de série défensive sur cette finale-là. Mais c'est carrément pas le cas. Je veux dire, moi, j'étais pas nécessairement de cet avis-là parce que j'ai toujours aimé les Canes. En tout cas, je trouve que c'est une équipe qui joue du hockey très, très rapide déjà. Du hockey oui, c'est du hockey de système, ça, on s'en cache pas, mais ça reste que c'est une équipe vraiment qui... écoute, quand on parle vraiment du pace of play, là, de la vitesse du jeu, là, les Kings sont passés maîtres là-dedans. C'est une équipe qui déplace la rondelle très rapidement, des joueurs très mobiles, puis vraiment un échec avant qui est mené par carrément l'ensemble des joueurs sur la patinoire. C'est vraiment une équipe qui profite de talent dans tout, je dirais, tous les aspects de leur alignement, sans avoir nécessairement des joueurs qui sont des super vedettes. Mais on a vraiment une belle chimie au sein de cette équipe-là. Puis on est capable, malgré un talent qui est peut-être moindre par rapport à une équipe comme Vegas, capable d'aller chercher quand même de la production offensive. Puis ça vient vraiment de partout pour les Canes. Même, il continue de me surprendre parce que, tu sais, dans un match qui est 4-0 aussi, je me dis, les Canes, pour moi, ça reste une équipe. Non, mais ça reste une équipe qui est beaucoup meilleure lorsqu'elle a l'avance dans un match, qu'elle peut simplement défendre cette avance-là. Puis c'est ça le hockey qu'ils veulent jouer. Mais de les voir marquer 4 buts dans une période, je me dis, waouh, cette équipe-là est vraiment. Tu sais, c'est ça un peu l'ADN du champion, puis le caractère du champion. Il faut que tu sois capable d'aller trouver des solutions au cours d'un match. Puis oui, ils ont perdu ce match-là, mais ils ont rendu ça intéressant, ils ont rendu ça serré. Puis ça compte pour beaucoup d'après moi. Donc, par rapport aux Canes là, des dernières années, je trouve que c'est une équipe vraiment qui trouve des solutions. Je ne sais pas si c'est l'expérience, c'est une production qui est globale aussi, mais vraiment, il y a des joueurs dans cet alignement-là qui, pour moi, ont mangé leur croûte. Puis cette année, ils sont vraiment rendus là, dans cette... écoute, ils sont en train de toucher justement à cet ADN-là du champion. Puis il reste encore du travail à faire, beaucoup même. Mais c'est une équipe qui me surprend de jour en jour. Puis Vegas, d'un autre côté, s'adapte très bien aussi. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer contre. Là. Les Canes, on l'a vu du tout. On l'a vu plutôt dans les séries. Face à Ottawa, face à Philly. Face à Montréal. Oui, face à Montréal. Il n'y avait pas de solution pour cette équipe-là, mais Vegas semble être capable d'exploiter un peu cet échec avant à 5 là, qu'on voit du côté des Canes, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment un échec avant où tous les joueurs sont impliqués. Les défenseurs, il n'y a personne qui est debout à la ligne bleue puis qui reste les deux pieds plantés là. C'est ça. Combien de fois on a vu cette passe lobée en zone neutre pour un échappé? Tu l'avais mentionné si bien en ronde. Mark Stone n'est pas censé se retrouver seul contre un gardien. Mais on est conscient de ça. Puis tu vois des joueurs comme Mitch Marner aller rechercher cette rondelle-là d'un coin de patinoire. La lobée simple, comme facile fou et se retrouver fin seul. Ça arrive à Brett Howden souvent, puis tu l'as soulevé aussi, possible Brett Howden même pour être nominé pour le Conn Smythe aussi avec ses 14 buts. Ça n'arrive pas souvent, certes. Il y a un apport excessif peut-être, parce qu'il en a marqué 12 en saison régulière, je vous le rappelle, Brett Howden, et le voilà avec 14 buts en 20 matchs. En tout cas, c'est une série qui est beaucoup plus intéressante que je l'avais prévu, ça c'est certain. Puis à voir ce qui va se passer aussi ce soir, Phil, le match numéro 5 ce soir. On est de retour en Caroline aussi, à voir si les Hurricanes vont prendre l'avance. Moi, j'avais sous-estimé
aimé la capacité de Vegas à jouer cette game, ce hockey de transition-là, franchement. Puis ça, c'est un gros point, je pense, un gros point clé pour moi dans cette série-là. Comme, tu sais, on dit souvent en anglais « bend, don't break ». Vegas, clairement, est en train de faire ça. C'est une équipe de vétérans aussi. C'est une équipe qui est coachée par Tortorella. Je pense qu'ils sont quasiment corrects avec le fait de laisser les Canes bourdonner un peu dans leur territoire, tant qu'ils n'allouent pas des chances primaires là, de marquer. Puis franchement, c'est pas souvent que ça arrive. C'est souvent des lancers qui viennent un peu en périphérie, mais ça fonctionne parce qu'ils ont beaucoup de trafic devant le filet. Jordan Staal, notamment, qui est vraiment difficile à tasser de cette zone-là. C'est deux équipes qui se sont vraiment engagées à jouer un système totalement différent, mais je trouve que les deux arrivent à trouver des solutions et des façons de percer. C'est pour ça que ça a donné du hockey aussi excitant, je pense aussi. Fait que non, Vegas, vraiment, avec ce jeu de transition-là, m'étonne beaucoup. Puis ça génère des chances de grande qualité. Il y a moins de chances que les 15, mais c'est des chances généralement de plus haute qualité. Puis ça force Anderson aussi, qui a été très bon pendant toutes les séries, à laisser son filet finalement à Bossy. Qui a bien fait le travail quand même au cours du dernier match, mais ces gardiens-là sont quand même sous beaucoup de stress, je trouve, pour les Canes. Puis ça, c'est quand même inquiétant. Ben, c'est inquiétant, mais à voir ce qui va se passer ce soir. Il y a une des deux équipes qui se retrouvera à un match d'une dizaine de 20 ans pour les Canes, première depuis 2006, une dizaine de 3 ans pour les Golden Knights. C'est une première depuis 2023. Tu peux pas dire une dizaine rendue là. À voir ce qui va se passer. Encore énormément de hockey à jouer, bien évidemment. Match numéro 5, on vous le rappelle. Compte à quel point c'est insultant non, mais pour une équipe comme les Leafs ou les Blue Jackets. Les Blue Jackets. Les Blue Jackets, c'est pas si pire que ça. Les Blues, en fait, j'ai rien dit, ils ont gagné en 2019. Ils ont jamais rien gagné de leur. Oui, mais ça fait pas si longtemps qu'ils sont dans la ligue. Les Leafs, c'est depuis 67. Eux jouent depuis 67 en montant. Il y a différents Buffalo aussi, ça fait longtemps. Je ne dire jamais. Fait que, à voir, mais je sais pas. Les Blue Jackets aussi, mais les Blue Jackets n'ont jamais été bons non plus, fait que c'est différent. Bref, je sais pas. Ils ont probablement gagné moins de séries à ce stade que les Knights, comme beaucoup moins. Hey, Phil, c'est temps de jaser un peu de tennis sur ce segment, le long de la ligne, puis ça va être rapide. Roland Garros, qui était peut-être sous nos attentes. Beaucoup de blessures souffert. Carlos Alcaraz, on vous le rappelle, n'a pas participé à Roland Garros. Yannick Sinner qui a souffert de chaleur encore une fois cette année pour se faire vaincre. Sinner a été hospitalisé. Il a été hospitalisé, oui. Nouvelle hier, je pense. En tout cas, son cas reste douteux pour Wimbledon. Oui. Puis ça veut dire qu'il n'y aurait pas le numéro 1 et le numéro 2 mondial à Wimbledon si c'est le cas. Et ça c'est encore une opportunité. Peut-être que Zverev de suite, peux-tu le croire? Ben, c'est lui qui l'a remporté. C'est lui qui l'a remporté, Roland Garros, Alexander Zverev, devant Koboli en finale. Bon. Une finale que Philippe, tu as mentionné, qui était pas comme les autres, un petit peu moins d'excitement, un petit peu moins de tennis, qui était à la hauteur de ce qu'on penserait qu'une finale de Roland Garros serait. Et du côté féminin, c'est Mira Andreeva qui a remporté son premier Grand Chelem. Donc, 2 premières dans le monde du tennis. Ce qui est bien, ça donne cette statistique-là que il y a un Zverev de 29 ans, il y a une Andreeva de 19 ans. Qui ont remporté un premier titre en carrière en Grand Chelem. Des fois, je pense aussi qu'on se lasse de voir toujours les mêmes champions. 100%. Les Novak, les Rafael Nadal, les Djokovic. J'ai dit Novak et Djokovic, peu importe. Ça vaut la peine de le dire 2 fois. Federer, puis maintenant Carlos, Yannick. Je pense que les gens se lassent vite, mais en même temps, des fois, on ne réalise pas le privilège qu'on a de regarder ces gars-là jouer s'affronter maintes et maintes fois en finale, parce que c'est l'élite du sport, puis c'est le tennis le plus pur puis le plus excitant qu'on peut regarder. La finale de l'année dernière en était un exemple parfait. C'est pas le meilleur match de l'histoire. C'est peut-être le meilleur match que j'ai regardé de ma vie. Puis cette année, le niveau était moins relevé parce qu'on n'avait pas ces noms-là en finale.
Puis ça m'a fait réaliser que oui, c'est le fun d'avoir un nouveau champion, mais les gars qui le font à répétition. Il y a une raison pourquoi ils sont toujours là. Oui, il y a une raison pourquoi ils sont toujours là. Puis il y a une raison pourquoi faut qu'on les aime. Puis il faut qu'on nourrisse quand même ces grandes rivalités-là du sport parce que ça donne lieu à des moments qui sont franchement mémorables. Puis cette finale-là, pour moi, oui, Zverev va avoir son nom dans le livre des records, mais c'était pas une finale mémorable. Tennistiquement parlant. C'était pas exceptionnel. Même chose côté féminin. Maja Zvolenska, malheureusement, était juste pas de taille face à Mira Andreeva. 6-3, 6-2 le pointage en 2-7 de cette finale-là. C'est dommage, mais c'est encore un très beau parcours de la Polonaise, Maja Zvolenska. Pour se rendre en finale de Grand Chelem comme ça, c'est un exploit. Puis en espérant que ça l'allume un peu sa carrière d'ailleurs. Peut-être qu'on va le retrouver un peu plus tard, un peu comme Loïs Boisson avait fait l'an dernier. Je sais pas pourquoi je l'aime autant. Mais aussi côté tennis, saison de gazon est débutée, puis malheureusement pour Victoria Mboko, c'est une blessure en deuxième ronde du double avec Serena Williams qui met fin à leur parcours. Mais comme tu le mentionnais aussi en ronde, c'était une occasion pour se rendre à Wimbledon en double entre Serena et Victoria, pardon. Puis justement, écoute, Serena nous a donné droit à un retour au jeu qui aurait pu être mémorable et potentiellement va l'être à Wimbledon. Elle a joué un bon match. C'était pas... Oui, les deux. En fait, écoute, un premier tour où on fait face à la troisième tête de série, puis écoute, c'est une victoire en 3-7. C'est déjà un très bon premier pas, mais imagine être ces pauvres personnes-là qui ont ce classement-là, qui affrontent Serena Williams, la meilleure joueuse de l'histoire du tennis, et Victoria Mboko. S'il y en a qui se demandaient si Serena peut encore frapper une balle, c'est confirmé. Soyez convaincus. Je l'ai regardé, moi. Soyez convaincus. Eh bien, écoute, ce retour au jeu-là, Phil nous a donné, t'as donné cette idée-là de segment, puisqu'en été, un petit manque d'actualité, et souvent, on essaie de faire des choses qui sont un peu intemporelles dans ce genre d'idée-là. Et donc, on vous donne un top 3 des retours au jeu les plus mémorables. J'ai décidé d'y aller du côté féminin de la médaille et Philippe ira évidemment du côté masculin de la chose. Et je l'ai même classé en ordre de ce qui est, selon moi, les plus importants, les plus intenses retours au jeu. Mais Phil, je vais te laisser débuter quand même avec ton premier. Et je tiens à souligner que j'ai un nom que je veux qu'il ressorte de son top 3. À voir si ça sera le cas. Il y en a deux que tu connais pas. Bon, ben voilà. C'est fini, c'est correct. On passe aux choses. J'espère que c'est le troisième pour je toi. le souhaite. Mais oui, écoute, non, peut-être que tu les connais. Écoute, c'est possible que je sous-estime aussi tes connaissances de sport. Mais pour moi, c'est des découvertes, en tout cas. Et le premier d'entre eux, c'est Lester Piggott. Et ça, c'est un jockey britannique, Mathieu. Et un des plus grands quand même. OK, Lester Piggott. Piggott, double G. Oui, double G. Et c'est un des plus grands jockeys britanniques de tous les temps. Il a pris sa retraite en 1985, là, donc ça date quand même. À l'âge de 49 ans, puis avait à son palmarès quand même 9 éditions du Epsom Derby. 9 éditions remportées du Epsom Derby. Et ça, le Epsom Derby, ça fait partie de la triple couronne britannique qu'il a obtenue en 1970. D'ailleurs, donc, remporté les 3 événements de cette couronne. Il y a le Epsom Derby, le Guinness Stakes, puis l'autre nom m'échappe. Mais oui, une fois champion de la triple couronne. Et bien sûr, avec tout ça, il avait accumulé une certaine richesse aussi. Et avec des gros dollars viennent des responsabilités, bien entendu. Okay. Et coup de théâtre, en 1987, il est pincé pour évasion fiscale. Le monsieur, 3,25 millions de dollars dissimulés dans des comptes bancaires secrets. C'est ce qu'on a su. Il a plaidé coupable aussi devant le juge. Donc, il a admis ses torts, puis s'est retrouvé en prison pour 12 mois. Ce faisant. Et sa réputation, on a quand même pris un coup à 50 ans, ça demeurait un peu entaché, mais il a fait des efforts pour revenir sur le droit chemin, puis il revient aussi sur son cheval à l'âge mûr de 50 ans, Mathieu. Hey! 50 ans. Il n'y a pas d'âge pour conduire un cheval.
C'est ce qu'ils disent. Ouais, je suis pas sûr. Je suis sûr que je n'ai pas aussi le sorti celle-là. Oui, si tu veux. Mais écoute, non, généralement, les jockeys ne coursent plus là, depuis longtemps même à cet âge-là. Ouais. C'est quand même un sport où la condition physique et les réflexes comptent pour beaucoup. Les réflexes, évidemment, parce qu'il y a des chevals qui passe d'un côté puis de l'autre. T'as pas de rétroviseur, t'as des oreilles. C'est ça. Tu te fies à tes oreilles, tu te fies à tes sensations. Donc, pas évident, 50 ans quand même. Et presque miraculeusement, à 54 ans, son cheval, Rodrigo de Triano, et lui traverse le fil d'arrivée du célèbre 2000 Guineas Stakes, qui est un autre des 3 événements de cette couronne britannique. En première position, traverse le fil d'arrivée en première position. Et ça l'a fait remonter dans l'estime de plusieurs. Et est devenu le plus vieux à remporter quand même, cet événement. Lester Piggott, un des grands noms pour ce qui est des jockeys britanniques. Et un retour qui a été quand même... il y a eu des soubresauts là, quand même, et même des démêlés judiciaires. Mais finalement, retrouver quand même le moyen de se faire quand même un nom, puis de regagner un peu sa réputation. Tu sais, j'en ai pas de comme ça, tu sais, de l'idée d'être puni par la loi. On n'est pas comme ça. On débute avec Dara Torres, Phil, que tu m'as d'ailleurs proposé. C'est une ancienne olympienne côté natation, 12 médailles olympiques. Et c'est d'une carrière, Phil, et prépare-toi, de 25 ans. Aux Olympiques, entre l'âge de 17 à 41, voire presque 42 ans. Mais le problème avec la carrière de Dara Torres, c'est que dès le début, elle a reçu beaucoup de pression parce que à la base, elle ne savait pas ce qu'il fallait pour devenir une Olympienne. Puis, elle avait un entraîneur du nom de Randy Reese qui, lui, était excessivement sévère dans son approche vers l'entraînement pour devenir une Olympienne. Puis, déjà qu'elle souffrait de troubles alimentaires grâce à lui, dépression et tout ça, parce qu'elle se faisait obliger de perdre du poids par son entraîneur, parce que lui disait que si elle perdait du poids, évidemment, ça l'allait aider avec sa natation. Et c'est un peu comme la UFC, Phil, dans l'idée où tu devais atteindre le poids désigné par l'entraîneur Randy Reese. C'était à ce point-là. Et ça, à l'âge de 17 ans, je te rappelle. Ça, tu devrais pas être même capable légalement, tu ne devrais pas obliger quelqu'un de cet âge-là de le faire. Mais dans ce temps-là, le trouble alimentaire puis tout ça, c'était pas nécessairement enseigné, c'était pas nécessairement quelque chose que l'on connaissait. Mais malgré tout cela, elle a parcouru ces épreuves-là et a compétitionné en 1988 à Séoul aux Jeux olympiques et à Barcelone en 92. Puis en 92, elle a décidé de prendre sa première retraite et poursuivre une carrière en télé et en modeling, en fait. Elle a décidé complètement de se tasser de ça, disant que, c'était pas bien pour son bien-être et que tout ça. On l'a poussé un peu trop, la pression était de trop. Et est revenue pour Sydney 2000, où elle a, encore une fois, été médaillée. Et ensuite de ça, elle a décidé encore une fois de prendre sa retraite parce que là, cette fois-ci, elle était enceinte. Dans l'idée, évidemment, elle était dans sa quarantaine aussi. À 40 ans, tu ne vois pas personne dans la piscine, tu sais, à 40 ans, du côté des Olympiques. Mais elle s'est fait lancer un défi dans l'idée où, hey, tu es une personne dans la quarantaine, essaye-toi pour les Olympiques, ça serait historique, ça serait générationnel. Et donc, en 2006, elle a commencé à s'entraîner. Elle était enceinte, elle s'entraînait pour le plaisir et s'entraînait pour les Jeux olympiques de 2008 à Beijing. Mais là, évidemment, il faut que tu passes la phase des qualifications parce que, faut que tu te fasses choisir. C'est une étape cruciale. Et elle est américaine. C'est pas rien. Les Américains sont dominants dans ce sport-là. Elle a fait la cote. Elle s'est rendue aux Jeux olympiques. Et elle a remporté 3 médailles d'argent à Beijing à l'âge de 41 ans. D'ailleurs, elle s'est réessayée 4 ans plus tard en 2012 à l'âge de 45 ans. Sérieux? Mais c'est pas qualifié pour l'équipe américaine olympique. C'est une madame qui... écoute,
a souffert au début de sa carrière psychologiquement, a pris une très longue pause de 8 ans, est revenu et a continué de remporter médaille après médaille. C'est un talent incroyable olympique, Dara Torres. Et écoute, elle est certainement l'une des personnes qui signifie l'idée que l'âge n'importe peu. Et donc voilà, 41 ans, triple médaille d'argent en natation à Beijing. Officiellement, c'est retiré à 45. Officiellement, c'est retiré à 45 ans. 2012. C'est complètement incroyable. Mais je te laisse y aller avec ton deuxième aussi. Moi, je viens de voir que Piggott, là, finalement, ouais, j'ai oublié de le mentionner, c'était 59, sa retraite. Ouais. Sa retraite. À bord d'un finale. cheval à 59 ans. Ouais. Wow. Finalement, c'est retiré à. Hey, 59 on n'a pas d'excuses. Ouais. Non, personne n'a d'excuses. Deuxième, j'enchaîne avec Marc Occhilupo. Mathieu Marc Occhilupo. Et on est toujours dans le Commonwealth, mais cette fois en Australie, où les vagues ont inspiré une énorme culture de surf au fil du temps. Et dans les années 80, il y avait un jeune homme du nom de Marc Occhilupo qui faisait des éclaboussures, si je peux me permettre. Oui, à l'adolescence. Puis on l'imaginait déjà trôner un jour sur le circuit professionnel du fait de son immense talent. C'était clairement quelqu'un qui avait reçu un don. Là. C'est un cadeau, franchement, pour le surf. Et on parlait beaucoup de son style qui était très unique. Tous les surfeurs ont leur style. Je comprends pas trop cette dynamique-là, mais ça existe. Non, mais tu sais, dans les sports à planche, là, comme la planche à roulettes, le snowboard, apparemment, il y a du style là-dedans. Oui. Énormément de style. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui distingue un style d'un autre parce que j'en ai pas regardé assez. Mais... J'en ai fait. Il y a un style. Il y a certainement des personnes qui ont des styles différents. Je sais que tu peux rider un peu plus comme sur les talons. Par exemple. non, mais n'est-ce pas? Oui, tu peux en avoir qui sont plus sur les talons. Tu peux en avoir qui sont... C'est que tu peux tellement faire de choses sur une planche, puis les gens ne comprennent pas ça à moins que tu pratiques le sport. Mais oui, il y a certainement plusieurs styles. C'est sûr que sur l'eau, ça doit être pas mal plus difficile et différent. Là. Moi, je serais content de juste conserver mon équilibre. Ah mon Dieu, je serais content assis. Ouais, assis, couché. Non, oublie ça. Mais oui, se distinguait par un style qui était très à lui. Et on lui prédisait déjà de grandes choses dans le sport. Mais il souffrait beaucoup de cette pression médiatique. Là. C'est quand même quelque chose qui est couvert énormément en Australie. Donc, oui, il y avait beaucoup d'attention quand même sur le jeune homme. Puis, il menait un train de vie un peu téméraire aussi à l'extérieur des compétitions. Il a sombré dans des problèmes de dépendance. Et puis, assez vite, il n'y a rien qui allait plus du tout. Sa vie consistait, puis ça, c'est lui qui l'a admis, sa vie consistait à regarder la série Days of Our Lives en mangeant des chips, du poulet et des Coco Pops. Donc, des Coco Pops. Ouais, des Coco Pops. Wow, quel souvenir. Ouais, c'est ça. Il était carrément déconnecté un peu de son sport, puis de ce qu'il aimait aussi du sport. Il essaie quand même de maintenir le contact avec la scène professionnelle, mais finalement, il a pris ses distances du sport. Puis, au même moment où sa carrière part en spirale, il est arrivé quelque chose qui, pour moi, était vraiment... C'est tellement anodin, mais ça illustre aussi un peu le genre de sentiment qu'il devait ressentir aussi à ce moment-là. Après une compétition en France, en fait, il a négligé de ramener ses planches de surf avec lui après la compétition parce que le lendemain, il y retournait. Anyway, il s'est dit, je vais plutôt les enterrer sur la plage, dans le sable, puis demain, je vais revenir les déterrer. Oui. Tout simplement pour poursuivre la compétition. Lorsqu'il se rend sur cette plage le lendemain, il constate qu'il y avait un tracteur de plage qui était passé au cours de la nuit et que ses planches avaient été détruites. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, ses planches avaient été détruites carrément par le passage de ce tracteur. Et j'imagine qu'il y a quand même une certaine relation aussi avec une planche, comme il y a une relation avec un bâton de hockey. Oui, c'est ta planche. Oui, certainement. Donc,
ça a dû avoir un impact sur lui également. Il y a eu le décès de son père aussi. Et tout ça fait qu'en 90-91, il va cesser carrément le World Tour du surf. Puis en 95, il effectue un retour sur le circuit pro de façon partielle. Donc, essaie de se remettre un peu dans la vibe, si tu veux, du surf. Et peu à peu, il commence à gravir les échelons, commence à aller chercher des résultats en compétition. Puis, le point culminant vient en 1999 parce que ce qu'on lui avait prédit à l'adolescence devient réalité. Puis, il est champion du monde de surf en quoi? À 33 ans. Et c'est dans un sport qui est dominé par les jeunes, soit dit en passant. Oui. Le surf. Oui. 33 ans, c'est presque un dinosaure. Non, mais oui, c'est vrai. C'est presque un dinosaure dans le monde du surf. Il était pendant un certain temps le plus vieux à mettre la main sur le titre de champion du monde. Puis il y a quelqu'un qui l'a délogé de ce record-là un peu plus tard. Oh. Mais ça reste un des plus vieux à l'avoir fait. Puis c'est un peu ironique parce qu'on lui prédisait ces succès-là très rapidement à la jeunesse. Puis finalement, a pris un autre chemin pour y arriver, mais néanmoins champion du monde de surf à 33 ans. J'adore ça. Puis Phil, je veux pas. On dirait qu'on a copié. J'ai aussi une histoire de surf. Celle de Bethany Hamilton et l'autre. Écoute, Phil, l'histoire de Bethany Hamilton, c'est complètement fou. C'est une jeune femme qui est née à Hawaï à la base. Okay. Puis évidemment, Hawaï, un peu comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, fort sur le surf. Elle a débuté le surf à l'âge de 2 ans. Ses 2 frères étaient énormément dans le surf. Ses parents aussi étaient énormément dans le surf. On grandit dans tout ce qui est surf. Puis à 8 ans, elle va déjà remporter l'or à sa première compétition. Ça n'a pas pris de temps avant qu'elle déniche la première position. À 9 ans, te souviens-tu de cette marque Rip Curl? Tu souviens-tu de la marque Rip Curl? C'est un peu comme Billabong, genre. Ouais, Billabong, oui, mais Rip Curl. C'est la même chose, genre très surf, très américain. Vas-y, tu vas peut-être comprendre. Ben, ça devient un partenaire. Elle a 9 ans, elle a déjà des partenaires comme ça. Puis à 13 ans, elle va terminer 2e dans une compétition nationale aux États-Unis. C'était une prodige du surf, mais malheureusement, tout va chambouler le 31 octobre 2003. Elle était dans une séance de surf tranquille sur la côte nord de Kauai. Puis malheureusement, lorsqu'elle est... Tu sais, habituellement, quand tu fais du surf, tu vas te rendre à ta planche. Tu vas être plat ventre sur ta planche pour te rendre à ta vague. Voilà. Oui. Mais elle est en train de naviguer tranquillement sur la mer. Puis le bras gauche était sorti, il était sous l'eau. Puis un requin, selon ce qu'on dit, un requin a aperçu l'éclat de la montre Rip Curl qu'elle avait de son partenariat, qui faisait donc un éclat de soleil un peu dans l'eau. Le requin aurait aperçu ça et lui aurait pris son bras complètement jusqu'à l'épaule. Puis malheureusement, lorsque elle a été amenée à l'hôpital, elle est arrivée là, elle manquait 60% de son sang et a tout de même survécu à l'attaque. 60% de ton sang, c'est énorme, soit dit en passant. Là. À l'âge de 14 ans, et ça d'ailleurs, c'était à l'âge de 13 ans, pardon. Le requin, en passant, 14 pieds de long, pas petit. Puis à peine 4 semaines plus tard, elle décide de recommencer le surf. C'est 4 semaines, c'est 1 mois. C'est une malade. Et elle a décidé de recommencer. Elle retourne compétitionner à 14 ans, qui est à peine quelques mois, 6 mois plus tard. Puis elle va terminer 5e à son retour dans l'eau. Je te rappelle, elle compétitionne avec un bras et une main du même coup. Puis en plus de ça, à 14 ans, elle va écrire... Ça doit être très difficile pour ton équilibre. Ben oui, il y a eu un accommodement. Son père a fabriqué une genre de main pour tenir quelque chose par rapport à sa cheville, puis pas sa main gauche, mais genre... En tout cas, il a fabriqué quelque chose pour aider l'embarquement. En tout cas, tout le monde était pour aussi, là, parce que d'habitude, t'as pas vraiment le droit de modifier ta planche d'une certaine façon, mais là, gars, la pauvre, elle est à un bras.
Elle va aussi écrire un best-seller à 14 ans par rapport à son histoire. À 14 ans, c'est fou. Puis, à 15 ans, l'année suivante, elle va remporter le championnat national chez les femmes. Elle a 15 ans et elle a fait ça à un bras. Elle est devenue pro 2 ans plus tard à l'âge de 17 ans. Puis après, pour finir tout ça, sa carrière s'est terminée là, dans la trentaine. Puis après ça, elle a eu écoute, c'est une mère familiale incroyable. Elle a 4 enfants. Elle s'est mariée un peu plus tard. Puis elle va aussi transformer son histoire en film. Je sais pas si tu as déjà entendu le film Soul Surfer. Qui était incroyable. Dans notre jeunesse, c'était un film fou. Là, en 2011, ça l'a sorti. C'est par rapport à son histoire, bref. C'est un super de bon film touchant qui parle de son histoire, mais Bethany Hamilton, c'est toute qu'une histoire de résilience. Puis elle a tout fait ce qu'elle a voulu faire, et ce, avec un bras. Et aujourd'hui, elle est mère de famille et contente de l'être. Quelle histoire. J'hésitais un peu à mettre des retraites comme... Tu sais, le mien aussi, mon deuxième, c'était pas une retraite officielle, mais ça reste des histoires tellement incroyables. On pourrait refaire même l'exercice avec des retours de blessures plus spécifiquement, parce qu'il y en a eu des trucs fous qui se sont passés. Moi, je pensais notamment à Niki Lauda, que j'aurais beaucoup aimé mettre dans ma liste. Mais j'ai voulu m'en tenir un peu plus à des retraites. Du côté de Mark Occhilpo, ça ressemblait quand même pas mal à une retraite. Il y a beaucoup de gens, il était apparemment aussi qui étaient en gros surpoids là aussi. À un moment donné. Dustin Bufflin. Il avait l'air d'un gars à la retraite, apparemment. Puis finalement, il a combattu tout ça. Donc je pense que c'est vrai aussi que des fois on l'oublie, mais il y a des retraites qui sont un peu non officielles. Non. Ouais, c'est ça, pas annoncé. Mais ma dernière, c'était une retraite très officielle. Vraiment, on peut pas faire beaucoup plus officiel que ça. Puis je vais vous dire rapidement pourquoi. Puis ça, c'est peut-être un nom que tu connais, George Foreman, Mathieu. OK, moi je pense que ça allait avec Mario Lemieux. OK, j'étais sûr que c'est l'histoire de retraite par excellence. J'aurais pu mettre Mario, mais je suis allé avec je connais George Foreman. Peut-être des histoires qui étaient un peu moins connues. Pourquoi pas. Celle de Mario, quand même. Elle a été racontée beaucoup. J'aurais pu vous la dire encore. Bien sincèrement. Boxeur des années 70, oui, George Foreman? Boxeur. Dans les années 70, c'était déjà une légende. George Foreman. Il a été champion olympique en 1968. Champion du monde des poids lourds aussi. En 1974, il est vaincu par nul autre que Mohamed Ali dans un célèbre combat qui sera surnommé Rumble in the Jungle. Ça se passait justement à Kinshasa, dans ce qui est maintenant la République démocratique du Congo. Et quelques années après ce combat-là, il annonce sa retraite. Puis c'est une retraite dans son cas qui est dure. Vraiment dure à un point tel qu'il se trouve une nouvelle occupation plutôt que de livrer des KO. Il livre des colis? Non! Il livre des sermons du dimanche. OK. Il livre des sermons du dimanche en tant que pasteur. Parle de deux extrêmes complètement. Oui. Des pôles opposés. Dans une église chrétienne de Houston, au Texas. Et, je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, il s'est dit je vais retourner dans le ring. Je sais pas si c'était une inspiration divine dans ce cas-là ou quoi que ce soit, mais à 38 ans, pour retourner dans le ring quand même, sans prendre du culot. Faut le dire, parce que c'est un sport qui est excessivement physique, qui te met en danger aussi. Littéralement. Et donc, en 87, il fait ce retour. Puis c'est un retour aux allures de coups publicitaires. Souvent dans le monde de la boxe, du wrestling, c'est beaucoup ça. On a vu justement, Mike Tyson le faire avec Jake Paul il n'y a pas si longtemps.
C'est pas mal moins professionnel que ce que George Foreman a fait ça, là, Oui, sûrement. oui. Il savait que c'était pas un coup publicitaire, mais plutôt un coup de tonnerre qu'il a fait parce que en 94, à l'âge de 45 ans, il est toujours dans le ring. Ça, c'est quand même 7 ans 7 ans de après, carrière, après son retour à la compétition. Donc, on dirait que c'est un gars qui fait pas les choses à moitié. Tu sais, quand il se retire, il s'est retiré pour de bon. Il est devenu pasteur. Là, il est revenu pour de bon. Il est resté 10 ans, je pense, après son retour. Puis, il affronte un jeune de 26 ans du nom de Michael Moorer dans ce combat-là. Imaginez, c'est presque 20 ans d'écart. 45 et 26. Comme on pourrait l'imaginer, il est en difficulté lors de ce combat-là quand même. Mais la beauté de la boxe, c'est que c'est un sport où il suffit d'un coup de poing bien placé pour finir le tout. Et au 10e round, il devient le plus vieux champion du monde, poids lourd de l'histoire, sur KO. Et se retire pour de bon 3 ans plus tard, en 97, avec tout un exploit quand même à son nom. Incroyable. 45 ans. C'est tellement un sport aussi improbable de faire un retour. Je me dis, la boxe, comme de tous les sports. Ouais, je fais comme ça se perd, ça. Ouais, je dis, surtout quand ça se perd, mais comme tu veux pas être devant un jeune de 26 ans plein de testostérone dans un qui ring lui, de boxe, clairement, ne se fait pas donner des sermons du dimanche. Oui, non, c'est comme... C'est Seigneur, il y a tellement phénoménal. C'est phénoménal, certain. Ouais. Puis en parlant de phénoménal, Phil, pour terminer là, tout ça en beauté, tu connais déjà cette histoire-là, mais pour les gens qui ne connaissent pas Monica Seles, la Serbe devenue américaine qui c'est potentiellement le plus gros what if de l'histoire du tennis, Monica Seles, suivi de près probablement par des gens comme Nick Kyrgios, mais c'est pas du tout le même calibre. Monica Seles, pour vous donner un aperçu, elle a remporté 9 titres du Grand Chelem en simple et a occupé le premier rang mondial pendant 178 semaines consécutives, ce qui la place au 6e rang de tous les temps à ce chapitre. Puis j'ai dit qu'elle a remporté 9 titres du Grand Chelem avant 20 ans. Est-ce que 8 de ça, c'est avant 20 ans? Imagine, elle n'était même pas à son apogée. Ça, c'était de 90 à 93. De Roland Garros à l'Open d'Australie de 93. Puis elle a remporté 8 des 11 tournois de Grand Chelem qu'elle a participé à aussi durant cette période de sa vie, ce qui fait aucun sens. Et elle a atteint aussi la finale de Wimbledon en 92 et donc elle a été dans 12 finales, ce qui est complètement cinglé. Mais c'est ça, entre cette période-là aussi, elle a compilé une fiche de 215 victoires et 19 défaites. Mais malheureusement pour Monica Seles, cette histoire de conte de fées va prendre fin d'une manière qui n'est pas du tout de sa faute. Ce n'était pas, c'est pas quelque chose qui devrait se revoir. Dans le fond, il y avait des énormes tensions politiques entre la Yougoslavie puis l'Allemagne dans le temps. Puis pendant un tournoi à Hambourg, si je ne m'abuse, c'est un tournoi sur terre battue, Hambourg, jadis aussi, eh bien, elle va se faire poignarder pendant un changement de côté par un grand fan de Steffi Graf, qui est allemande. Très excessivement dérangée, oui. Va donc la poignarder tout juste derrière l'épaule droite de cette région-là du corps. Je te rappelle qu'elle a 19 ans à cette époque-là. Elle va donc quitter la scène tennistique. Elle évidemment ne pourra pas continuer son match. Elle vient de se faire poignarder, on est d'accord. Elle va quitter la scène tennistique officiellement pour les 2 années qui vont suivre. Pendant ce temps-là, elle souffre de dépression et encore une fois de troubles alimentaires, un peu comme quand on en parlait. Évidemment, elle vient de se faire poignarder pendant un match de tennis. Et après ce match-là, elle a dit qu'elle ne reviendrait jamais en Allemagne pour un match de tennis, vu ces conflits-là et l'idée qu'elle ne se sent pas en sécurité. D'ailleurs, côté légal, rien n'a changé pour un tournoi en Allemagne jusqu'en 2011. Ça en a pris beaucoup, 18 ans au total pour que ça change. Bref. Elle va faire son retour. Au niveau de la sécurité ou comme au niveau de la sécurité? Oui, c'est ça, au niveau de la sécurité, rien n'avait changé. Okay. Parce que c'est un tournoi où tout le monde était tourné, même derrière l'arbitre en chef, de dos. Fait
comme personne n'était là pour même surveiller ce qui se passait. Ouais. Ça aurait pu facilement être évité d'ailleurs. Là, ça. Si vous allez voir sur YouTube ou peu importe, bon, faites attention, c'est une scène qui n'est pas plaisante. Moi, je la vois exactement dans ma tête. Il est juste là. Ouais, puis déjà, les partisans sont comme... Ils font pas grand-chose. Ils sont quasiment sur la ligne de côté. Là, oui. La ligne du terrain. Là, Joueurs et joueuses sont excessivement proches. De ce jour, ce n'est pas comme ça. Il y a beaucoup d'espace entre les deux, puis évidemment, il y a de la sécurité autour. Bref, elle va faire sur retour un tournoi qu'elle dominait énormément, qui est l'Open Banque Nationale de Toronto, et ça en 1995, 2 ans plus tard. Ça n'a pas fait l'unanimité parce que lorsqu'elle est revenue, même sur un vote de Martina Navratilova, qui était présidente de la WTA jadis, elle est demeurée co-numéro 1 mondial avec Steffi Graf pour ce tournoi-là. D'ailleurs, ils avaient voté, 16 des 17 avaient voté que ça ne devrait pas être le cas, et pourtant, la décision a été donnée par Martina elle-même. Elle est donc entrée dans ce tournoi-là qu'au numéro 1, mais si on se fie là, au classement, elle était à la position de la numéro 2 mondiale et donc dans le bas justement de ce classement-là, de ce bracket-là. C'est comme si elle n'avait jamais quitté. Elle va remporter son premier match en 2-7 de 6-0, 6-3. Elle va pas donner aucune manche jusqu'à la finale, la manche la plus serrée. 6-3. Elle a donné 14 jeux au total dans ce tournoi-là pour vaincre en finale nul autre que Amanda Coetzer 6-0, 6-1. Et Coetzer avait battu Steffi Graf en deuxième ronde du Open National, Banque Nationale de Toronto. C'était son 33e titre. Je te rappelle qu'elle a joué 4 ans. Et ça dès son retour au jeu. Puis elle détient le record d'ailleurs du plus petit nombre de jeux perdus dans ce tournoi-là, le tournoi Banque Nationale de Toronto avec 14. Elle va ensuite se rendre en finale du US Open. La même année, malheureusement, elle va perdre en 3 manches contre Steffi Graf, qui est une formidable adversaire d'ailleurs. C'était une grande rivalité. Ça aurait pu être pour plus longtemps. Mais bon. Et ensuite, va remporter un 9e et dernier Grand Chelem finalement en Australie en janvier 96. Et depuis ce temps-là, malheureusement, après ce tournoi-là, ce n'était juste plus la même Monica Seles qu'on a vu. Des raisons assez normales et convaincantes là, pour ce qui s'est passé de l'incident de 93. Et depuis, elle est devenue le plus grand what-if de l'histoire du tennis. Sa carrière a pris officiellement fin en 2008, mais elle ne jouait que des exhibitions depuis 2002. Et donc, on peut dire que ça, sa carrière s'est plutôt arrêtée en 2002 plus que d'autres choses. Là. Mais ouais, puis ça, c'est l'histoire. Elle n'avait pas officiellement annoncé de retraite après sa blessure. Non, elle avait arrêté le tennis pour 2 ans. Okay. Les gens ne savaient pas si elle revenait ou non. Il n'y avait pas nécessairement d'indices que oui. Mais lorsque son retour au jeu est annoncé, bien clairement, ça a été plaisant pour tous. Mais ça, c'était mon top 3 des plus grands retours au jeu mémorables. Côté féminin, bien sûr, Philippe, quelques mentions incroyables. Les gens qui aiment le tennis, j'ai regardé une excellente vidéo sur YouTube par rapport à Monica Seles de Cult Tennis. Mais je ne sais pas si la chaîne est toujours active, mais comme pour des trucs comme ça, histoire du tennis, là, moi, j'adore ce genre de contenu. Cette scène-là est dans ma tête. C'est digeste aussi, c'est comme des vidéos de 10-12 minutes. Ça se prend bien, mais histoire incroyable de Monica Seles. Puis c'est dommage ce qui s'est passé, vraiment. Je peux pas en dire plus, mais il fallait que ce soit mon numéro 1 pour ce segment intemporel du top 3, justement, des meilleurs retours au jeu après retraite. La retraite, évidemment, mis entre guillemets. On part maintenant dans notre segment sporadique pour bien terminer ce 6e épisode de la 2e saison. Bon, évidemment, les 3 étoiles qui vont suivre. Et Phil, je parle basketball aujourd'hui parce qu'on n'a pas le choix. Phil, c'est la finale du basketball professionnel de la NBA. Et les Knicks hier, et je dis les Knicks, l'ancien Raptor hier, OG Anunoby, connu tout qu'un match. 33 points pour lui, puis mon Dieu, quelle fin de match, je veux dire. La balle est dans la main de Jalen Brunson, nul autre, qui avait déjà 36 points avant les dernières secondes qui s'écoulaient du côté de San Antonio, parce que le 4e match était à San Antonio. Décoche un tir de 3 points qui fasse le double rim, et nul autre que OG Anunoby et son bras, d'ailleurs.
beaucoup trop long, là, pour venir toucher à ce ballon et le poser dans le filet. Victoire de 107-106 en faveur des Knicks qui prennent une avance de 3-1 dans cette série-là. Et Phil, le match numéro 5 est au Garden. Il est au Garden. Ça va être complètement cinglé. Personnellement, j'ai un peu dérivé du hockey parce que cette série-là au basketball est folle. Personne ne croyait que les Knicks avaient même une chance face à la puissance qu'est les Spurs. Les Knicks qui ont seulement perdu 2 matchs d'ailleurs dans ces séries éliminatoires. C'est une équipe complètement changée. L'avenir du basketball est entre les mains de New York et j'aurais jamais cru dire cette phrase-là durant mon existence. C'est pas une équipe qui était nécessairement bonne depuis l'ère Carmelo Anthony qui malheureusement ne performait pas en séries éliminatoires. Mais il fallait que je fasse un shout-out à mon boy OG des Raptors et à cette série finale-là de la NBA complètement fou. Mais bon, le 5e match, si je ne m'abuse, sera diffusé samedi en direct du Garden de New York. Ouais, on m'a envoyé une vidéo cette semaine sur les médias sociaux comme quoi les fans des Knicks étaient parmi les plus patriotiques là, dans le sport, puis que New York allait virer en Gotham. Oui. Si les Knicks gagnent. Il y a un pauvre fan des Spurs qui marchait dans les rues de New York qui a manqué de se faire brûler ses cheveux. Oh, OK. Non, c'est fou. OK. Non, mais il faut faire attention. Il va y avoir quelque chose sur les réseaux. La ville de New York va tomber en ruine. Mais avoir fait beaucoup d'argent avec les Knicks, fait que je sais pas si ça va déranger. Les Tortues Ninja, c'est-tu les Knicks ou les Nets dans le film? Je sais pas. Okay. je me demandais. Écoute, donne-moi ton sporadique, je vais aller le rechercher. Je pense que c'est Brooklyn. Honnêtement, je pense que c'est les Nets. C'est probablement les Nets. C'était juste une question de trivia comme ça. Je sais même pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mais moi, j'y vais avec quelque chose qui est tout frais. Là. C'est les Nets. C'est les Nets. D'accord. Mais les Knicks, là, ça n'a pas gagné depuis longtemps, ces équipes-là, non? Les Knicks n'ont pas gagné depuis les années 70. Étaient en finale, toutefois, en 93, mais on fait face à Michael Jordan. Puis les Nets... oublie ça. Jamais. Oublie ça. Okay. Parce que les Nets, avant, ils étaient à New Jersey. Là. Faut pas l'oublier. Je vais aller... il me semble que c'est 0, mais bon, ça va dépendre de l'historique de l'équipe. Non, jamais. Jamais. Ils ont 2 championnats de la ABA, jadis en 74 et en 76. Puis les Knicks, je suis 100% certain qu'ils ont gagné dans les années 70. Là. Mais ça reste des villes où il y a des... Comme la culture de basketball est là. 70 et 73. La culture de champion... Regarde, ça fait... on parle de quoi? 53 ans depuis le dernier championnat des Knicks. Pour ceux seuls qui veulent faire le calcul, ça fait longtemps. C'est longtemps. On est presque dans les chiffres des Leafs. Bref. Moi, je vais vous parler d'un fait exceptionnel qui s'est passé du côté de l'athlétisme. Ça s'est fait hier. En fait, lors d'un championnat de la NCAA. Et il y a cet homme du nom de Jacoby Tarp qui est âgé de seulement 20 ans. Et NCAA, on rappelle, on compétitionne au niveau collégial ici. Et pourtant, dans ce 110 mètres est-ce que c'était... Pas 100 mètres? 110 mètres. C'était 110 mètres? Oui, c'est 110 mètres. Il a fait ça en 12,74. 12,75. C'est le chrono officiel. Et ça bat un record du monde. Oui. Pas un record de NCAA, pas un record américain. Pas un record nord-américain, un record du monde. T'as vu la vidéo, j'espère, de cet exploit. Je dois aller voir Mon Dieu, sa réaction est folle. Vite. Mais oui, je veux dire, wow. Oui, hein? Wow. Franchement, 12,75. C'est un record qui était aussi vieux. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait en 50 ans. De battre un record du monde dans une compétition collégiale. C'est arrivé il y a 50 ans, ou un peu plus. Écoute, c'est cet homme du nom de Jacoby Tarp qui a répété l'exploit hier.
dans une entrevue, apparemment, il a dit qu'il y en avait encore plus dans ses jambes. OK. Cet homme-là, on n'a sûrement pas fini d'en entendre parler, je veux dire, il y a que 20 ans. Hey. Juste regarder les prochains Olympiques. Il fait ça en bon temps. Ben, c'est ça, j'allais dire. gars-là. C'est parfait pour lui. Hein. C'est sûr qu'il passe aux Olympiques. Il Il a battu de 0.05 en plus, record de Harry's Merit en 2012, Oui. ce que je lis là. Oui. Quel exploit. Vraiment. Quel exploit, tout simplement. Puis cette quote-là à la fin de I have more in my legs. C'est un gars. Non, mais pour vrai. C'est une menace. Vas-y, hein. Ah, c'était une menace. C'est une menace. Aïe, aïe. Tu Je dois sais me pas dire si qu'on va en entendre parler plus souvent. Ouais, il faudrait que je fasse plus de recherches d'ailleurs par rapport à lui. Je sais pas s'il compétitionne dans d'autres événements d'athlétisme également. Mais en tout cas, à tout le moins, là, au 110 mètres, on a peut-être un nouveau Usain Bolt Absolument. sous les mains. Là. Donc, On va le voir aux prochains Olympiques. d'ailleurs, une discipline, comme de toutes les disciplines qui existent en athlétisme, je pense que c'est celle que j'essaierais le moins. Ah, comme 100%. l'idée de courir comme ça. Et faire la split dans le milieu des airs. Je suis tellement certain que je me pèterais la marboulette sur une Oui, haie, oui. là, garanti. Il n'y a pas de chance que je passe sur une haie. Je passe à travers la haie. Ouais, en dessous, peut-être. Peut-être. Ouais, Ça, j'irais probablement plus vite. Probablement. Même à ça, mon 100 mètres sprint est même pas proche de ce record du monde. Fait que. Non, c'est ça. Je suis à 1 seconde et 25 centièmes de ça. Si Puis tu me donnes un lui 110 surmonte des haies. mètres avec rien dans le chemin, là. 110? Non, même- 100 mètres. Oui. 100 mètres avec rien dans le chemin, même si tu me donnes une pente en descendant, je me rends pas. 12 moins 75. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis on record du monde. Une nouvelle étoile. Je comprends même pas ce sport-là parce que c'est comme. Je sais même pas si tu cours ou tu sautes. Tu fais comme. Il y a comme. T'as quasiment pas le temps de courir entre les haies. Comme faut que tu juste... times. C'est du timing de toute beauté. Non, c'est malade. Bref, cool. Puis écoute, ça va être une nouvelle étoile montante des Jeux Olympiques. Encore une fois, malheureusement, il est américain, mais bon, on verra s'il y aura un Canadien qui se lève à la tâche ou qui surmonte les haies. C'est ça. 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 6e épisode de la 2e saison. J'y vais rapidement. Phil, les Knicks sont 3e pour moi. Okay. C'est complètement fou ce qui se passe à New York présentement. On souhaite évidemment un championnat pour ces derniers, puis les Spurs ont toujours beaucoup d'années devant eux. 2e, Kimi Antonelli, 5e victoire de suite. Mon Dieu, il y a 19 ans. Ça n'a pas rapport. Premier, Sacha Zverev et Miran Dreva. Les deux qui vont chercher leur premier grand chelem en carrière. Pour Mira, ça va être une carrière qui va certainement en produire plusieurs. Pour Sacha, on verra. C'est ça. En effet, on verra. C'est vrai. C'est vrai. On va vraiment insister sur le verra. Bon, pour moi, c'est Serena Williams pour son retour à la compétition cette semaine, qui s'est quand même fait en trombe avec une victoire sur les 3e têtes de série. Accompagné de Victoria Mboko. J'espère qu'on va les revoir bientôt sur le court. Pour Mboko, on se dit un prompt rétablissement, s'il te plaît. 2e étoile de la semaine, c'est Miran Andreeva pour son premier titre majeur et aussi prévisible, Sacha Zverev sur ma première étoile. Ça peut être un parcours semé d'embûches pour certains d'aller chercher leur premier majeur au tennis et il l'a fait, il y a eu de l'aide un peu sur son parcours, mais ça reste que c'était à lui d'aller chercher cette victoire-là, ce tournoi-là. Puis il a trouvé des façons dans le passé de passer à côté du moment, puis là, il est allé chercher, donc quand même, c'est à souligner. Puis je veux faire des mentions honorables parce que ce matin, je regardais Sportsnet. Puis il s'est passé des choses folles dans l'histoire, dans le monde du baseball hier. Il y a eu 2 walk-off home run simultanés, comme dans le temps. Ah, c'est-tu vrai? Oui.
dans le temps universel, Wow. à la seconde précise, Ok. les 2 home runs ont été frappés en même temps, 2 walk-off home runs simultanés. Puis j'ai trouvé ça fou. J'ai pas les noms des joueurs. Et l'autre chose que j'ai trouvé, j'ai vu ça sur Sportsnet ce matin, l'autre chose que j'ai trouvé très drôle, c'est que hier, il y a un lanceur du nom de Singer qui a affronté un frappeur du nom de Song dans la MLB. Singer et Song. je voulais vraiment les mettre dans mes étoiles. C'est excellent. Puis c'est Singer qui a eu le meilleur. Song a été, non, Song a c'est été pas retiré vrai. surprise. Okay. Surprise. J'aime ça. C'est ce qui va terminer maintenant ce 6e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins, ou l'épisode Trevor Daly. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes côté audio sur Apple Podcasts et bien sûr sur Spotify, et du côté de la chaîne 9 et 10 de Rogers TV. Nous, on se voit la semaine prochaine, et sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.